Ok, mais je suis assez d'accord en fait, parce que je me suis creusé la tête. En fait, c'est impossible d'en dire. En fait, on dit soit pas assez, soit trop. Ouais, Donc je vais en dire pas assez, je pense que c'est mieux. Mais en ouais, gros, donc c'est de la fantaisie, bien sûr, d'où le thème de la discussion. ouais. C'est de la fantaisie et on suit donc Sif qui raconte son histoire, qui est un orphelin Ouais. qui à la base a pas de, qui postule à pas grand chose de spécial dans la vie à part à ne pas mourir de faim et à vivre avec les autres orphelins. Il a une petite bande de camarades, une fille dont il est amoureux, etc. Voilà. Voilà, il a quand même un passé assez mystérieux. On sait, enfin, il sait pas trop d'où il vient, quoi. C'est vraiment un petit orphelin perdu, quoi. Et il a certaines affinités aussi un peu particulières, mais en dehors de ça, c'est tout. Et il est, on va dire, rattrapé par la marche des choses. Euh, et on va suivre un petit peu ce qui lui arrive au travers de tout un tas d'événements auxquels il n'aurait pas forcément cherché à participer à la base, quoi. Ouais, tu t'en sors pas mal. Ok, ça te va? Ok, Ouais, très ça me bien. va. Et du coup, ouais, c'est terrible parce qu'on peut pas en dire, enfin, on peut pas en dire où ça va en fait. Justement, c'est ça tout l'intérêt, c'est de voir où ça va et de voir avec le personnage d'ailleurs qui découvre. Bon, il raconte lui son histoire, mais c'est pas incarné quoi. C'est-à-dire qu'il raconte vraiment chaque instant, chaque sensation. On est vraiment avec lui en permanence Ouais. et il découvre au final, on découvre avec lui un petit peu tout ce qui se passe au fur et à mesure, même s'il fait des petits flash forward quand même à des moments. Ouais. Il tease un petit peu Mais certains trucs. en vrai, il y a deux narrateurs. Enfin, il y a deux narrateurs. En vrai, il y a un narrateur et un personnage, même si ce sont les deux mêmes personnes. Oui, Il voilà. y a, du coup, le personnage, c'est Sif à l'âge qu'il a quand il vit ce que raconte le narrateur. Et le narrateur, c'est aussi Sif, mais à un moment antérieur des Hmm, événements. voilà. Et bon, donc on va pas en dire plus là-dessus, disez-le, c'est très très bien. L'univers, éventuellement, on peut dire que c'est du médiéval fantastique, on dirait en français. Ouais. Euh, avec, on va dire, ça ressemble peut-être plus à Game of Thrones, par exemple, dans le taux peut-être de fantasy et comment c'est dilué, je Ouais. dirais. Il y a des éléments de fantasy importants, mais il n'y a pas de, comment dire, c'est assez diffus, c'est-à-dire que ça vient petit à petit, au fur et à mesure, et c'est très centré plutôt sur les différents peuples, leurs différentes histoires, où c'est clairement pas dans notre monde. Ouais, en effet. Je pense que il y a divers gens se sont un peu essayés à définir précisément quel était le genre littéraire du cycle. Tu sais, la fantasy, c'est un peu comme le métal. Tu as 12 000 sous-genres différents. Donc, il y a des gens qui ont dit de la hard fantasy comment En dire ça? comparant la RDSF. RDSF, exactement, ouais. Et d'autres personnes qui ont plutôt parlé de low fantasy. Donc, Oui, au sens où l'intensité des éléments de fantasy est faible, c'est ça? voilà. Ok. C'est assez sobre, effectivement, en termes de présence du fantastique au sein du cycle. Ouais. Ok, d'accord. Et juste pour te dire toi un petit peu, avant que donc ça c'est au Diable Vauvert que c'est édité. Ouais. Donc très bon éditeur, on recommande hein, de toute façon, de manière générale, pas juste parce que tire, mais Non, non, c'est c'est quand même. vraiment super, ouais. Ouais, c'est un très très bon éditeur. Mais avant, tu as écrit chez d'autres éditeurs et d'autres bouquins avant, Ouais, mais tu viens plus de deux autres choses, donc du noir et, ouais, de la poésie. ouais, Voilà, complètement. voilà. Mon premier bouquin, c'était un polar. Mhm. Ensuite, effectivement, j'ai publié de la poésie. J'ai publié ensuite un roman noir. Et derrière, on va dire, c'est un peu là où j'ai commencé à avoir un peu de visibilité. C'était avec le travail que j'ai fait dans le cadre de la collection Territory à la Manufacture de Livres. Ouais, J'ai publié deux bouquins là-bas qui s'appelaient Croc et Écume et qui sont, on va dire que franchement, le parti pris d'appeler ça du roman noir, c'était vraiment un parti pris. Quoi. Le, Par exemple, Écume, l'éditeur là l'a réédité cette année et en gros, il l'a réédité sous une couverture de blanche entre guillemets. Tu vois, donc, d'accord. Ok. on Alors va dire qu'on est entre le roman noir et la poésie peut-être aussi. ok. Je précise parce que c'est demandé sur le chat, on ne va rien spoiler ce soir du
bouquin. Après, on va parler de certains aspects sans doute dans la discussion en Oui. général, mais on va pas spoiler l'intrigue ni rien. Non, Vraiment, non, rassurez-vous, quoi. peut-être que je regarde un peu ce qui se passe sur le chat, en effet. Oui, il n'y a pas de Parce souci, que ça... sinon je relais. Je précise aussi pour les. J'ai coupé le son des alertes pour que la discussion, pour que Patrick puisse s'exprimer sans avoir mes alertes débiles qui pop tout le temps. Donc merci les gens qui s'abonnent et qui suivent, etc. et qui viennent voir. Mais je vais pas dire les noms ni de trucs comme ça et vous n'aurez pas les sons d'alerte. Voilà, je le précise comme pour les Ah, il gens. y a des gens qui me disent salut aussi. Du coup, salut tous les gens qui me disent salut, salut Narcisse, Voilà. salut la petite voix. Salut à toutes et à tous. Et donc, comment comment t'es passé du noir à la fantasy? Est-ce que tu as toujours voulu faire de la fantasy? Est-ce qu'il y a un pont logique pour toi? Ça s'est fait de manière organique un peu, la transition? Moi, en fait, enfin, on va dire que la fantasy, c'est un peu ma littérature de référence. En tout cas, on va dire littérature de l'imaginaire, c'est un peu ma littérature de référence. J'ai toujours ouais, vraiment, enfin, été attiré par ça. Quoi. Si je devais définir un genre, pour moi, ce serait, enfin, si je devais voilà, partir sur une île déserte, si on devait me dire, tu as le droit de prendre un bouquin avec toi, tu décides pas ce que c'est, mais tu choisis le genre, je pense que je dirais, allez, de la fantasy ou de la SF. Après, comme j'ai étudié, en fait, j'ai commis un master en 2006 qui avait pour titre Fantasy et mouvement contre-culturel du XXe siècle. Mhm. C'était un sujet que j'avais déjà un peu commencé à théoriser. Et en gros, pour partir d'un truc un peu stupide, en gros, tu as 2 fois plus de boulot à fournir sur un livre de fantasy que sur n'importe quel autre bouquin, parce que non seulement il faut que tu conçoives une histoire, mais aussi il faut que tu conçoives un univers incohérent dans lequel cette histoire se déroule. Et arriver à rendre cet univers intelligible par un lecteur qui ne connaît pas. Et du coup, littérairement, je pense qu'il faut être beaucoup mieux armé pour aborder un bouquin de fantasy que pour aborder n'importe quel autre genre, en vérité. Et du coup, moi, j'ai préféré faire mes armes sur autre chose, tout en sachant qu'un jour, je me lancerai probablement dans une sorte de grosse saga, ce qui est effectivement ce que je suis en train de faire. Mais au préalable, bah, je savais pas écrire. Alors, je suis désolé parce que je répète souvent cette anecdote, mais je l'aime bien. Je discutais, enfin, je sais pas si tu vois qui c'est, Justine Niogré, Non. qui est autrice de fantasy aussi, qui a été Grand Prix de l'Imaginaire 2013, je crois. Elle a écrit. Enfin, c'est une technicienne assez remarquable qui m'a vraiment fait, quand j'ai découvert, fait revoir un peu la manière dont j'envisageais l'écriture, ou du moins ce qu'on pouvait faire avec l'écriture. Je papotais de ça avec elle il y a à peu près 2 ans, je crois. Et elle m'a fait une remarque qui paraît rétrospectivement assez basique, mais en fait à laquelle j'avais jamais songé, c'est que, en gros, auteur, tu peux pas. Enfin, il n'y a pas d'apprentissage en fait du métier. Tu peux pas. Tu peux aller, bien sûr, tu peux aller genre faire des ateliers d'écriture, des trucs comme ça, mais il y a rien il y a aucune formation que tu peux suivre qui va t'apprendre Mhm. à écrire. Et du coup, pour savoir apprendre à écrire des livres, il faut écrire des livres. Et du coup, moi, je me suis juste essayé à des genres que j'estime être en mesure d'aborder un peu plus facilement. Et du coup, voilà, de faire mes armes là-dedans, trouver un peu ma voix aussi, ce que j'avais envie la façon dont j'avais envie d'écrire, parce que ça c'est pareil, au début tu pars avec un peu des idées, mais finalement ce qui se passe c'est généralement pas ce que tu as prévu. Mhm. Donc voilà. Mais c'est clair que pour avoir lu tes précédents, moi les ponts, là je te posais la question, mais il y a des ponts que je vois, et c'est vrai que ça fait presque penser entre un court métrage et un long métrage, quoi. Parce que t'as des choses que t'as clairement expérimentées sur des formes plus courtes, où l'histoire est Ouais, plus condensée, où l'intrigue est plus simple. Notamment tout ce qui est. Parce que, alors là, ça parlait justement du style. Un roman de fantasy, si c'est pas bien écrit, ça se voit directement. Toi, t'as vraiment développé un style, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des romans de fantasy qui sont plus basés sur de la création d'univers, etc. Là, un des trucs qu'on retrouve, je trouve, dans le cycle de Sif, c'est ce que tu as développé en termes de poésie et ta façon de décrire des choses très viscérales aussi et très intenses. Sauf que là, tu es obligé de le délayer sur
7 tomes d'une saga de fantasy, donc c'est pas du tout le même rythme et pas du tout la même. Tu peux pas avoir la même densité, et cette densité, on la retrouve plus par moment. T'as une espèce de jeu, je trouve, de fluctuation d'intensité dans le bouquin qui est vraiment impressionnante, quoi. Et qui, j'ai l'impression, vient aussi de tes bouquins avant, quoi. Ben, je pense que de toute façon, tu es, forcément sur. Enfin, pour moi, la personne qui va te dire ça y est, je sais écrire des livres, c'est que, c'est que soit elle ment, soit peut-être qu'elle se ment elle-même, mais enfin, tu as toujours une part d'expérimental. Et donc, quand je, quand je dis qu'en gros, il fallait que j'apprenne un peu à écrire avant de me lancer en fantasy, ça reste très relatif, hein, parce que du coup, par exemple, le cycle, c'est les premiers bouquins que j'ai écrits au passé, Mhm. ce qui induit des choses qui paraissent enfin, extrêmement basiques, mais qui sont absolument primordiales par rapport à la construction. Par exemple, au passé, la plupart du temps, tes verbes, ils ont une syllabe de plus. Mhm. Et donc, ça change le rythme de ta phrase, et donc, ça change le rythme de ton paragraphe, et donc de ton chapitre, et donc, en gros, le souffle de ton texte, d'une manière générale, il va fluctuer, et ça, c'est un truc que j'ai eu à appréhender. Un des travaux, enfin, des boulots les plus conséquents que j'ai eu à fournir sur le premier tome. Ensuite, tu vois, enfin, ça va, j'ai l'avantage d'être relativement, enfin, d'apprendre assez vite. Et du coup, au cours du premier tome, on va dire que j'ai posé stylistiquement à peu près ce que j'essayais de faire, et puis derrière, c'est allé. Mais sur le premier tome, j'ai eu un retravail de, je crois, à peu près 2 mois, tu vois, d'égalisation stylistique sur le premier tome lui-même, quoi. Pour justement arriver à gérer ces écarts de rythme. Et, euh, et puis, comme tu dis, en fait, enfin, en gros, avant, j'ai écrit des textes assez courts. Donc là, on se retrouve ouais, enfin, avec des gros bébés, quoi. Mhm. Euh, et le souffle du texte, la façon d'arriver à faire vivre l'histoire sur autant de volumes, c'est pareil, c'est un truc que je ne savais pas du tout faire. Et puis là, je te parle comme si je savais faire ce que je sais faire. En vérité, j'ai jamais mené un, tu vois, un cycle de 7 tomes à bout. Si ça se trouve, ça va être de la merde, hein, au bout, on ne sait pas. Mais, euh, mais ouais, ouais, voilà, enfin, c'est un apprentissage constant, quoi. Mais effectivement, ça a été super intéressant de découvrir comment des éléments très basiques comme ça vont influer sur le rythme de ton texte, sur son souffle, en fait. Mhm. Alors là, sur le chat, il y a des gens qui parlent de la prolifération de noms incompréhensibles, d'objets, trucs comme ça. Toi, t'es pas du tout dans ce genre de fantasy-là, quoi. T'es sur ça se rapproche presque plus c'est de l'anthropologie, quoi. Enfin, presque. Plutôt que du Mais légendaire ou... déjà, je pense que la manière dont j'ai abordé le cycle, c'est en fait la manière dont j'ai toujours abordé mes bouquins, c'est que je pense que le travail de la langue, c'est quelque chose ben c'est la base en fait. Le bouquin, c'est une sorte de transistor. Ce que les gens ils en reçoivent, c'est déterminé essentiellement par, enfin pas seulement, mais c'est grandement déterminé par le véhicule lui-même en fait, la qualité de tes ondes, quoi. Mhm. Euh, et, euh, et du coup, ouais, je me suis d'abord attaché, par exemple, dans l'élaboration de l'univers, à poser on va dire, des bases linguistiques, à jouer avec les sonorités de la langue française. Par exemple, la culture brunide, donc qui est en gros l'essentiel du cycle, se passe dans un lieu fictif qui s'appelle donc les primautés de Brune. J'ai conçu les brunides comme on va dire, comme étant linguistiquement francophone. Mhm. Et ce qui me permet par exemple au niveau de l'élaboration des noms, etc., de poser, de faire un vrai, je sais pas, un vrai boulot de, de préparation, de travail au niveau de la linguistique, au niveau de la sonorité, au niveau de l'inconscient collectif aussi. Il y a beaucoup de mes noms qui renvoient par des jeux de sonorité à des éléments de langage. Mhm.
suscitent eux-mêmes une image. Et du coup, je pense que je m'attache effectivement d'abord à rendre mon univers appropriable avant d'y faire passer quoi que ce soit. Ouais, C'est ouais. une des. Je reçois pas mal de gens qui veulent, de messages ou parfois même de courriers de gens qui veulent des conseils sur comment écrire de la bonne fantasy. Et il y a un écueil que moi je trouve qui est genre rédhibitoire et récurrent. C'est l'idée que c'est le world building en fait. C'est la plupart enfin beaucoup de gens, d'amateurs de fantasy font passer le world building avant l'histoire. Et en gros, l'histoire est un prétexte à dire regardez, j'ai élaboré ce super Ouais, univers, ouais. je vais vous le montrer en entier parce qu'il est génial. Et ce faisant, ils oublient que ouais, les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir une raison de s'intéresser à cet univers. Et ça passe par l'élaboration d'enjeux émotionnels, notamment avec les personnages. Et ça, tu vois, genre, je vais montrer celle du début, comme ça je spoil rien. Il y a un truc qui est intéressant, c'est tes cartes. Ah ouais. Ça me fait vachement penser. Attendez, vous voyez rien là. En fait, il y a des cartes dans le livre. Donc au début de chaque livre d'ailleurs, enfin, chaque tome est découpé en livres. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu fais pas du tout le truc de voilà, le monde, c'est tout ça Ah ouais. l'univers, tu places what mille trucs dans tous les sens, et ça commence, la première carte, il y a la ville à côté de laquelle il vit, la rivière d'à côté, et c'est quasi tout, quoi. Et après, quand l'histoire se déplace un peu, là, t'élargis un petit peu, mais tu commences pas en disant, alors nous sommes dans un monde où il y a ça à l'est et ils sont comme ça, là il y a des monstres, là il y a des trucs. Tu pars vraiment d'un point culturellement, en plus, comme tu dis, les Brunides, on comprend tout de suite ce que c'est, quoi. Enfin, on est un peu à la maison. C'est un type de Moyen-Âge qu'on reconnaît assez vite, quoi. Un type de Ouais. culture qu'on reconnaît assez vite, quoi. Et en fait, si tu veux, le parti pris que j'avais, moi, à l'élaboration de l'univers, et en fait, sur lequel on s'est retrouvé très rapidement avec Fanny Etienne Arthur, donc qui est l'illustratrice du, du cycle, euh, c'était l'idée que on allait vraiment éviter au maximum le méta-récit. Et comme on est dans un récit rapporté, ça nous paraissait logique d'une part, de donner à voir l'univers de la même manière que le personnage donnerait à voir l'univers. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'en fait, tous les éléments visuels qui sont contenus dans les bouquins sont des ajouts du narrateur, de la même manière que, tu sais, il y a des exergues qui présentent le livre. Oui, oui. Donc, voilà, en gros, dans chaque tome, il y a 4 livres. C'est du découpage, hein, c'est pas quatre histoires différentes. Et en introduction de chacune de celles-ci, il y a 3 exergues en fait qui autoréférencent un peu l'univers, quoi. Ouais, qui peuvent être des archives, des chansons populaires ou des choses comme ça, quoi. C'est ça. Et on part du principe que c'est pareil. Enfin, ça, c'est Sif, le narrateur, qui donc ajoute des éléments à son histoire pour qu'on puisse en faire sens. Et du coup, on s'est dit, ben, déjà, si on est dans la perspective d'être à la première personne dans un univers, on va dire, pré-féodal, ou du moins pas extrêmement évolué au niveau par exemple, de la représentation spatiale, ça nous aurait semblé bizarre, en fait, de balancer une carte. Déjà, sous ce format, souvent, elles sont complètement illisibles, elles ne servent pas à grand-chose. Et du coup, ouais, on a préféré faire des sortes de cartes locales, c'est-à-dire des trucs à l'échelle de l'action qui se passe dans chacun des livres du cycle, puisqu'il y a aussi 4 cartes donc, par tome qui introduisent chacune des livres et qui représentent l'espace dans lequel ces bouquins se déroulent. Hmm. Et d'autant que le personnage, lui, a des connaissances, parce que c'est vraiment un petit gamin anonyme, quoi. Tout le monde s'en fout à la base Ouais. de ce gamin. Il a des connaissances assez limitées justement du grand monde, en fait, y compris même des puissants. C'est pas du tout on va en reparler, je pense, sur l'aspect politique du truc, mais c'est pas du tout un livre de fantasy qui est raconté du point de vue des puissants. Même comparé à Game of Thrones, qui est de la fantasy, on va dire, un peu matérialiste, mais qui quand même se fait du point de vue des puissants. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. Il peut y avoir des personnages importants qui sont croisés, ou qui apparaissent dans le bouquin, mais c'est jamais de leur point de vue, quoi. Bah,
ce qui est intéressant dans le fait d'être en première personne, c'est que de toute façon, t'es ouais, enfin, t'es dans une représentation de l'univers qui est forcément fini à un moment aussi. Bon, après, comme il y a cette histoire de narrateur, où en gros, t'as un narrateur un peu plus âgé qui va arriver, qui va pouvoir apporter des éléments explicatifs quand il y a besoin. Euh, sans que ça fasse trop télescopé. Voilà, je pense tu peux présenter ton univers de façon assez organique. Euh, le fait d'être en première personne, ça induit quand même aussi, un rapport au monde qui est, je sais pas, qui est plus fini en fait. Ouais, qui est plus fini, quoi. Je sais pas si je réponds à ta question. Ouais, si, si, Bon, mais ça m'y faisait penser pour aussi ta façon de présenter. Enfin, ça passe vachement par ça, ta façon de présenter l'univers, ça passe par Sif en fait. ouais, Ça passe. ouais, clairement. C'est effectivement, SIF, si le bouquin c'est le transistor du lecteur, SIF c'est mon transistor à moi. Et ça c'est plutôt marrant à écrire d'ailleurs parce qu'il y a les gens du coup, enfin évidemment quand ils lisent le cycle, ils repèrent les deux niveaux de lecture assez facilement, c'est-à-dire le premier niveau qui est celui du gamin qui est, enfin en tout cas dans le premier tome, hein, puisque c'est plus il cesse d'être un enfant après le premier tome, spoiler. Euh, Oui, le personnage vieillit. on peut dire le temps passe et le personnage vieillit. Voilà. Incroyable. Il ne Ouais. sera pas gamin 7 tomes donc. Bon, je suis désolé, ma langue, j'aurais peut-être pas dire. Mais ouais, non. Enfin, alors déjà, ça, si je fais une petite parenthèse, mais ça m'a semblé être un moyen assez organique en fait justement de familiariser le lecteur avec un univers qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'en gros, il partage la naïveté de l'enfant qui découvre le monde. Et puis, l'avantage d'avoir un Sif plus âgé, c'est que des fois, c'est ce que tu disais à l'instant, quand Sif le petit comprend rien, Sif le grand peut arriver et dire bon là, à cet âge-là, je comprenais rien, mais maintenant, je peux vous dire que. Et du coup, ça permet aussi de faire passer les éléments sans lesquels on ne comprendrait pas forcément ce qui se passe. Mais du coup, ce que je disais par rapport au niveau de lecture, c'est que donc on a ce premier personnage qui est gamin, enfin en tout cas le personnage dans du récit qui expérimente le monde à ce temps-là, et le narrateur à un moment ultérieur. Mais il y a un troisième niveau de lecture que certains lecteurs, certaines lectrices d'ailleurs m'ont fait remarquer et à très juste titre, c'est que Sif, il est aussi dans la subjectivité par rapport à sa propre histoire. C'est-à-dire que et en fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure par rapport au fait que je ne sais pas, on va dire cet homme, c'est une décision, voilà, c'est une information, c'est une estimation informée. Parce que en fait, mon personnage, il est aussi dans la subjectivité de comment est-ce qu'il raconte son histoire. Parce qu'il n'est pas seulement acteur, il est aussi narrateur et il fait aussi des choix narratifs. Et je me suis retrouvé, donc je ne spoil pas par exemple, mais le début du tome 2, je me suis retrouvé à l'écrire, à faire, je crois que j'ai fait 4 essais sur la première partie, avant de me rendre compte qu'en fait, vu ce qui s'y passait, il fallait pas que le personnage, en fait, ça correspond pas à sa personnalité, ça correspondrait pas à la façon qu'il a de gérer son rapport à lui-même que de raconter ce que je racontais, en fait. Donc, en gros, j'ai décidé de transformer ça en ellipse. Mais parce que je pense que pour être cohérent en fait avec la personnalité du personnage qui n'avait pas envie de raconter ça en fait et qui glose dessus. Et voilà. Ouais, c'est-à-dire que tu dois gérer le personnage dans la cohérence de ses actions, mais aussi de sa narration, puisque c'est lui qui fait ces choix-là. Et aussi, il y a un impact de comment il se souvient des choses aussi. Il y a un truc comme ça qui est important. Tant qu'on est sur ta façon de travailler, est-ce que tu peux nous parler justement de ton approche générale du travail? Parce que tu me disais que tu as un comité de lecture qui travaille d'une certaine façon et que tu y tiens pas mal, enfin, que c'est un truc important pour toi. Est-ce que tu peux en parler un peu de ça? Oui, tout à fait. Pour dire les choses simplement, j'envisage l'écriture comme un acte collectif. Ça rejoint, j'arrête pas tout se rejoint ce soir. Oui, mais ouais, ça rejoint la manière
dont j'appréhende la littérature, en fait. C'est-à-dire que pour moi, si le bouquin est effectivement un transistor, l'histoire, en fait, que je raconte, c'est un objet qui trouve à s'ancrer et en fait qui trouve à exister à l'intérieur d'autres personnes. Donc à partir de ce moment-là, chacun de mes lecteurs ou de mes lectrices fait exister mes bouquins au même titre que moi, même si c'est une existence intérieure. Alors ça paraît un peu spiritualo-hippie, ce que je suis en train de dire, mais oui, le lecteur est amoureux. Mais non, enfin, vraiment, je pense fondamentalement que c'est vrai. Et donc, il faut, si moi je veux être efficace en tant que mec qui code le transistor, ça veut dire que enfin, c'est plus honnête de ma part de bosser en amont avec des gens qui sauront moi me faire un retour par rapport au travail que je fais. Et Oui. donc Et un retour qui se passe pendant le processus d'écriture et pas une fois ouais. que tu as sorti le truc et que c'est trop tard. Non, absolument, ouais. En gros, la manière dont je travaille avec mon comité, donc mon comité, en gros, c'est le nom que je donne à mes bêta lecteurs. Et d'ailleurs, enfin, je crois que je vais plutôt employer le terme de bêta lectrice, parce que concrètement, je crois qu'on est 15 et qu'il doit y avoir 2 ou 3 mecs. Donc, en gros, c'est des gens que j'ai réunis au fil du temps, dont je connais certaines très bien et d'autres beaucoup moins bien, voire c'est des connaissances, voire c'est des gens que j'ai croisés une fois. Mais c'est des gens que je sélectionne toujours pour une raison précise. Par exemple, j'ai quelqu'un qui va plutôt travailler sur un axe linguistique. J'ai plutôt quelqu'un d'autre qui va. J'ai plusieurs personnes d'ailleurs qui sont là pour, on va dire, surveiller ou en tout cas me donner des retours sur la manière dont j'aborde par exemple la question féministe, puisque ça fait partie, c'est un des thèmes que j'essaye d'aborder dans le cycle. Et du coup, ça me semble important d'avoir un retour de la part de gens qui sont, on va dire, ce que je qualifierais de militants semi-professionnels par rapport à ça, quoi. Déjà pour avoir ben, un retour théorique et puis aussi, voilà, juste une appréciation, quoi. Et ensuite, j'ai des gens qui sont là plutôt dans le rôle du lecteur, je dirais, de base. Oui, qui Et donne un avis général et tu as des gens qui sont là pour une expertise ou même tout simplement parce que sur certaines questions ils sont plus concernés et ils peuvent t'apporter un retour sur un aspect spécifique du bouquin. Complètement. Et du coup, ouais, je me retrouve avec des gens qui viennent d'horizons assez divers et qui, je fais des envois à chaque fois que j'ai fini un livre. Donc en gros, il y a 4 envois par tome. Mhm. Et à la fin, je compile tous les retours que j'ai eus. Et alors, hormis sur les passages où, voilà, genre si j'ai demandé l'expertise de quelqu'un sur un point précis, et je vais quand même généralement tenir compte de ce qu'on me dit. Si j'ai un retour, par exemple, sur un point particulier, je me réserve le droit de trouver ça intelligent ou pas. Par contre, à partir du moment où j'ai plusieurs personnes qui commencent à me dire la même chose à propos je sais pas, d'un point en particulier du récit, et ben là, je vais commencer à dire, ok, donc là, il y a quelque chose. Et ça peut être moi, je leur demande pas, genre, juste de la critique négative, hein, je demande aussi de la critique positive, donc c'est pareil, quand j'ai des gens qui renforcent positivement un point précis du récit, je me dis, ok, donc là, j'ai bien fait, donc pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé ça bien? Du coup, ça me permet aussi, ouais, en gros, d'avancer, quoi, moi, de maîtriser mieux mon outil ouais, de pas être tout seul en fait dans l'élaboration d'un truc qui est quand même assez gros, quoi. C'est un peu intimidant en fait quand je m'autorise, c'est rare au nombre de mètres de pages que ça va faire, mais ouais, c'est en fait j'ai remarqué que j'avais
enfin, souvent, ce qui me manquait au moment de l'écriture, pendant la rédaction, c'est un recul sur ce que je suis en train de faire. Et du coup, le fait de pouvoir demander à des gens de me dire ok, donc t'en es où du récit, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer, qu'est-ce que tu ressens, quelles sont pour toi les perspectives, tu vois. Enfin, du coup, ça permet de se dégager un peu de son texte et justement, parce que moi, je sais tout ce qui va se passer, tu vois, donc enfin, à un moment, je peux pas me troller moi-même ou me gérer. Enfin, je sais pas, ouais. À aucun moment je peux me dire moi, ah mais quel suspense insoutenable. Bah oui, toi Je, t'as la tête dans le guidon et tu vois tout venir ouais, à l'avance de toute façon. Donc, du coup, ce genre d'effet-là, par exemple, je sais pas en fait si c'est fonctionnel ou pas dans le cadre du récit. Et du coup, ben, ouais, ça me permet enfin, le comité me permet de prendre un peu de recul par rapport à ça et de savoir quand je fais bien et quand je fais pas bien. Alors, quelqu'un qui dit on appelle ça du consulting en Macronie, oui. Et, Ça. on demande si, par exemple, l'orphelin, Ouais. c'est une thématique ou c'est une notion pour isoler le héros, ou c'est purement narratif. En fait, c'est plusieurs choses. Premièrement, j'essaye en tout cas dans le cycle de jouer avec pas mal de poncifs du genre, justement parce que bah, moi j'aime bien, déjà j'aime bien jouer Ouais. et euh, et puis j'aime bien l'idée enfin, de défaire un peu tout ça. Alors à la fois il y a un clin d'œil parce que voilà la figure de l'orphelin c'est quand même un des grands classiques des, euh, enfin, des grandes sagas quoi. Euh, et d'autre part, en fait, c'est une façon de plonger tête la première dans l'univers. En fait, il y a pas de filtre parental, il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, il y a pas d'enjeu émotionnel à gérer en termes de qu'est-ce que tu as comme racine, Mhm. hormis celle que j'introduis dans le bouquin et donc que je maîtrise en fait. Mhm. Ah ouais, Et d'accord. Et du coup, ça me fait justement, bon, là, ta façon de travailler avec ce comité de lecture, il y a donc un intérêt pour toi en tant qu'auteur, mais aussi en tant que dans une démarche politique. ouais, Si, carrément. voilà, enfin, vous l'aurez compris, Le j'imagine, mot est prononcé. le mot est prononcé, et vous l'aurez compris, et notamment sur des questions de représentation où toi, en tant que mec, par exemple, tu vas faire appel à des nanas pour avoir un retour à ce niveau-là, et enfin, il y a une notion quand même de tu te fais pas confiance complètement là-dessus, et du coup, tu fais appel à des gens qui sont concernés par ces questions-là, et qui en plus sont militants. Ouais, carrément, ouais. Ben, enfin, c'est la moindre des choses. Après, du coup, ça m'oblige un peu à parler plus généralement de ce que j'ai toujours fait, mais j'ai toujours eu une écriture politique en fait. Ça a toujours été, moi, j'ai jamais eu d'autres ambitions que celle-là. Pour moi, la littérature, c'est un outil que j'ai appris à manier et je pense que c'est un outil que voilà, ça fait genre 13 ans maintenant que je fais ça, donc je commence à savoir, à connaître enfin, merde, tous les katas, tu vois. Euh, mais, euh, mais, euh, mais ouais, moi, j'ai jamais ambitionné autre chose que ça, c'est-à-dire, enfin, en gros, dialoguer avec mon espèce et faire de la propagande, quoi. C'est ces raisons-là pour lesquelles j'écris et je m'en suis jamais caché. Euh, Oui, pour toi, voilà. c'est même un objectif, quoi. Ah ouais, C'est pas juste oh là là, faut que je fasse attention à ce que je dis quand même et tout. Il y a un objectif ouais, politique ouais, dans le livre, quoi. c'est ça. J'ai pas de, je crois que j'ai l'avantage de pas avoir énorme. En fait, c'est assez. Alors, ça peut être un peu casse-gueule à d'autres niveaux, mais c'est plutôt pas mal au niveau de ce que ça induit sur l'ego, quoi. Parce que du coup, j'écris pas pour moi-même, j'écris pas pour une reconnaissance quelconque vis-à-vis de ce que je fais. J'écris pas. Bon, après, j'arrive à vivre de ce que je fais, et ça, c'est plutôt cool de pouvoir manger. Mhm. Mais enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais moi j'aime Si, bien manger. si, moi j'aime bien Et manger aussi. Et ne pas mourir de faim, par exemple, c'est pas mal. je peux pas me dire de Après, chacun ses goûts, hein. Euh,
Oui, ils font tout pour faire un monde. Et, mais ouais, enfin, fondamentalement, mon objectif, c'est, bah, ça a jamais été autre chose que de parler que de parler de politique, quoi, d'user de la littérature comme de l'outil politique que c'est en fait, parce que, enfin, je sais, est-ce que on avait discuté ou pas tu sais, il y a merde, La Volte là qui m'ont demandé et le magazine, la revue du MOS qui m'avait demandé d'écrire un article. Je viens de le poster en fait sur ma page. Du coup, je pense à ça parce que C'est ça l'article rejoint. sur David Graeber? Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai pas lu encore, je l'ai vu que tu l'avais posté tout à l'heure. Et, et ben, en gros, enfin, pour moi, la littérature, c'est, ben, du moins socialement, l'artiste, c'est quelqu'un qui va aider à déterminer ce que les Allemands appellent le Zeitgeist, donc l'air du temps. C'est lui qui va dire de quoi on parle et comment est-ce qu'on en parle. Et, sans être du tout mégalomane, hein, parce que j'ai bien conscience que l'impact que j'ai, Oui. il est très très réduit, mais j'ai un impact quand même. Et ça, c'est quelque chose que je me suis toujours approprié et voir que enfin, ouais, j'ai non seulement accepté, mais que j'essaye d'utiliser voilà, pour propager mes idées. Mhm. Mais alors, tu vois, quand tu dis ça, on pourrait penser, en n'ayant pas lu le livre par exemple, que tu ferais tu vois, des grosses métaphores, tu vois, dites directes, allégoriques. Enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Tolkien, on en parle un peu de ça, mais genre, voilà, ça c'est une métaphore du capitalisme, ça c'est une métaphore du patriarcat, etc. Et c'est pas ta démarche pour autant. C'est-à-dire que tu t'es pas en mode en train de coder des petites métaphores pour faire un tract, quoi. Ben, non, parce qu'un tract, c'est chiant la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Et, et moi, je peux pas faire 650 pages de tract parce que les gens, ils vont en tenir deux et puis après, je mourrai de faim. Ce sera pas très cool. Ouais, ouais. Donc, donc bon, après, j'exagère un peu, non, mais je pense que la propagande efficace, c'est quand on sait pas que c'est de la propagande. Ben, en vrai, si enfin, le monde qui nous entoure, c'est ça. Enfin, la publicité, c'est ça, notamment. Le, ben, c'est un peu con parce que du coup j'en parle aussi dans l'article, mais la fiction d'une manière générale, en fait, elle ne vient pas questionner le réel pour l'essentiel. Pour l'essentiel, elle se contente de reprendre une sorte enfin de dépeindre la réalité comme une sorte d'état neutre, quoi. Genre il y a un point zéro de la réalité qui est le monde dans lequel on vit. Et, et ben ça, on va pas trop le questionner, mais on va faire des histoires dedans. Et, et du coup, ça c'est c'est extrêmement puissant en fait comme propagande. C'est-à-dire que c'est dans l'essentiel des fictions qui façonnent notre imaginaire, la réalité qu'on vit, donc le contexte socio-économique dans lequel on vit, est présenté comme étant, enfin, est juste validé de fait en fait. Tu vois. Mhm. Et ça en fait, c'est de la propagande aussi, quoi. Ouais, ouais. Bah, ce que tu dis sur la pub, ça me fait penser. Il y a une interview d'Alan Moore, je crois que c'est chez Chapeau Trap House, où il lui parle de ça, justement. Alors lui, il est dans son truc, c'est Ouais, l'art, c'est de la magie et tout machin. ouais, Mais lui, il dit un peu ça, c'est-à-dire qu'il dit il faut ouais, de la contre-magie à celle de la pub, quoi. Il faut faire de la. Et lui, il dit il faut écrire des bouquins pour proposer autre chose que ça, quoi. Et pour aller contre ça, c'est proposer des représentations différentes et une propagande différente, en fait, une contre-propagande, quoi. voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Ouais. Mhm. Ok, Et du coup, je suis pas, c'est pas de la magie, hein, c'est de la politique, mais oui, ce qui est peut-être pareil. oui, oui. Bon, ouais, enfin, bon, la magie, c'est une définition un peu particulière. Mais alors bon, ça, sur le chat aussi, je voyais, on te demande si les récits de Tolkien t'ont inspiré. Et je rajouterais, est-ce que en fantasy, c'est quoi qui t'inspire? Ou pas qu'en fantasy d'ailleurs, en littérature. Est-ce que tu peux définir inspiré? Ou est-ce Euh, que la personne du chat peut définir inspiré? En fait, il faudrait que je ouais, suive le chat. pouvez dire, vous pouvez dire éventuellement. Non, mais est-ce que tu te revendiques peut-être d'une filiation Euh,
Enfin, d'une filiation, c'est un peu compliqué à dire parce que je pense que moi, je suis vraiment construit, enfin, littérairement parlant, de plein de genres et plein d'auteurs et de plein de trucs, quoi. Et du coup, pointer un maître à penser en particulier, enfin, pas trop. Non. Euh, ouais, non. Après, il y a des auteurs que j'admire beaucoup, des gens qui m'ont appris des choses sur la littérature. Ben, je mentionnais Justine Niogré tout à l'heure, que je recommande à tout le monde ici. Si vous n'avez pas lu Justine Niogré, allez lire Justine Niogré. C'est une technicienne formidable. Euh, et après, bah, je sais pas, enfin, je pourrais en fait, il y a trop de trucs à citer. Robin Hood, par exemple, on a souvent comparé le cycle hein, Oui, au c'est le boulot de cas d'ailleurs Robin. sur, je sais plus qui dit ça, sur le, Ouais, qui te compare à Hobbes et à quoi? À Hobbes, ça revient plusieurs fois, j'ai l'impression. Martins, un peu. ouais. Rochefus, je connais pas. Enfin, il y a quand même des comparaisons sur qui sont faites sur la quatrième de coup. Ben, Rothfuss, je n'ai jamais ouvert un seul bouquin de lui de ma vie, et a priori, il faudrait que je m'y mette, m'a-t-on dit. Mais Robin Hood, ouais, j'ai lu Robin Hood. Je trouve que c'est, pour le coup, ouais, c'est quelqu'un qui a façonné ma manière ouais, de concevoir une histoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à prendre un univers de fantasy et à faire en sorte que ce soit pas du tout l'univers qui soit important, voire même il est enfin, franchement assez secondaire et en gros attirer. Alors je sais plus, elle est à combien de tomes maintenant sur quel est, enfin je sais pas, il y a une quantité impressionnante de littérature qui se déroule dans son univers et Mhm. d'ailleurs qui déroule aussi en même temps l'histoire de l'univers, mais qui est genre une sorte de soap opéra. Mais je dis ça dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui m'a fait comprendre que les enjeux émotionnels du personnage euh, peuvent, peuvent tirer une histoire sur 1200 pages sans que ce soit ennuyeux. Quoi. Mhm. Et ça, et elle le fait d'une manière qui est un tour de force. R.R. Martin, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai lu et qui m'a. Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, je sais pas si tu as lu les bouquins de Game Non. of Thrones. Ben, il emploie un système de personnage point de vue. Donc, je pense, je sais pas, il a peut-être 40 ou 50 personnages sur les 5 tomes qui sont sortis. Et c'est genre. Mais c'est tellement casse-gueule, quoi. C'est tellement casse-gueule comme procédé. Et non seulement il y arrive, mais en plus, enfin, c'est génial. Alors, il n'arrive pas à finir du coup. Non, on n'arrive pas à finir, voilà. Effectivement, je pense, c'est une petite digression, mais j'aimerais pas être là où il est en ce moment, Ouais. sur sur les bouquins, dans le cinquième tome. Bref. Donc voilà, après, bah, Tolkien, forcément, mais je, je sais pas, enfin, je crois que j'ai autant appris de la littérature générale, enfin, de la littérature, quoi, d'une façon générale, que de la fantaisie en particulier. Il y a je sais pas, enfin, des techniciens, beaucoup, quoi. Des gens qui m'ont fait dire, genre, waouh, je pourrais pas faire ça. Ou, waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire Ah, super intéressant. Ah ouais, on peut faire ça, en fait. Genre, je pense à Margraciano, par exemple, qui est l'auteur notamment d'un bouquin qui s'appelle Une forêt profonde et bleue, qui est un livre que j'adore, et qui m'a vraiment fait cette impression-là, quoi. C'est-à-dire que la première page, je l'ai lu, la deuxième, la troisième, puis j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis au bout de la quatrième page, j'ai posé le bouquin, j'ai fait ah ouais. Et là, enfin, tu vois, il y a des gens comme ça qui changent un peu ton paradigme. Ben, je pense que je me revendiquerai plutôt de, de ces gens-là, non pas que j'aurais la prétention de changer des paradigmes, mais c'est eux qui m'ont mis sur les rails littéraires sur lesquels je suis aujourd'hui. Ok. Et pour revenir à justement bah, la démarche politique, est-ce que la fantasy, ça t'a semblé tu dis que tu as toujours voulu un petit peu en faire et que tu te voyais en faire quoi qu'il arrive, et en même temps, c'est pas forcément le genre, j'ai l'impression, vers lesquels les gens vont pour faire de la politique. Contrairement peut-être au polar, justement, Ouais. ou peut-être d'autres genres, même plus de littérature blanche, ou des pamphlets, ou des trucs comme ça, quoi.
Ben, en fait, alors là, du coup, je vais un peu parler à côté de mon sujet de master, mais en gros, je pense que la fantasy, c'est super intéressant comme genre littéraire parce que elle a une histoire courte. Elle a une histoire qui est, on va dire, courte et rapide. Et donc, on peut la suivre assez facilement. Et en fait, au début du genre, et je pense que ce que je dis est à peu près vrai. Après, il y a toujours des exceptions, hein, mais jusqu'au genre au milieu des années 80, euh, on se retrouve avec un genre en fait qui est une sorte de, enfin qui ose pas encore tout à fait ou qui n'a pas peut-être juste pas les épaules pour quitter son euh, comment est-ce que je peux Quitter appeler quoi? ça Sa niche son, peut-être? Son... non, non, pas tellement, plutôt ses bases. C'est-à-dire Oui, qu'en gros, la fantaisie, c'est une excroissance moderne du mythe. Et le mythe est par essence réactionnaire, en fait. Socialement, le mythe, c'est quelque chose d'identitaire qui joue un rôle de ferment et de ciment culturel. Donc, c'est le mythe qui va rassembler le groupe autour du feu la nuit et qui va dire d'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce qu'on fait ensemble et pourquoi on est ensemble. Et donc, par essence, c'est une forme, c'est une forme artistique c'est une forme narrative, pardon, qui est intrinsèquement réactionnaire en fait. Son objet, c'est précisément de solidifier un groupe autour de créer un groupe en fait, et de dire nous on a telle histoire, mais du coup ça veut dire que eux là-bas par contre ils n'ont pas la même histoire, tu vois. C'est un peu fouillis ce que je dis, hein, mais non, 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 je vois où tu veux en venir. Mais est-ce que justement le fait, est-ce que le simple fait que ça soit que de se réunir autour d'un mythe ou de référence ou de symbole, ça, tu t'envisages ça comme étant réactionnaire Non, attends, ce que je dis, je dis pas que ça rend les gens hmm. réactionnaires. Ce que je veux dire, c'est que la démarche de, euh, on va dire la fonction sociale du mythe, c'est de consolider ce qui existe. C'est pas de créer quoi que ce soit. C'est de dire, c'est de donner une raison d'être à l'ensemble, au commun. Et donc, c'est pas quelque chose qui sert à inventer quoi que ce soit. C'est quelque chose qui sert à consolider ce qui existe déjà. Donc, je pense que de base, ouais, c'est un, enfin, voilà, peut-être le réactionnaire, le mot est un peu fort, mais en tout cas, Oui, ça un renvoi, il y a un renvoi à un passé ou à des voilà, racines ou à des trucs comme ça de fait. Ok, ouais, c'est d'accord. ça. Et du coup, au début, comme la fantaisie est une excroissance moderne du mythe, on se retrouve avec un genre littéraire qui est dans une approche philosophique très essentialiste, avec une reprise des valeurs communes, quoi. Donc le bien, le mal, euh, enfin, tu vois, tout le. Je pense que c'est pas un hasard si genre les premières personnes à avoir écrit de la fantaisie, c'était tous des chrétiens, quoi. Hmm. Tolkien, chrétien pratiquant, Lewis, euh, attends, non, je suis en train de me planter, c'est pas Lewis, je pense. Tu peux. Si, c'est Lewis, Narnia. Ah oui, Narnia, oui. Pareil, Oui, c'est même ben, pire que Tolkien à ce niveau-là, il me semble, oui, Narnia. non, lui, il était, ouais, c'était enfin, je crois que Tolkien est catholique, lui, ça devait être un anglican, Tolkien était pareil, catholique, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, donc au début, voilà, on a un genre qui est là et qui fait un peu de la reprise, quoi, en fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes tu penches un peu, enfin, je t'apprends rien, tu viens de faire un truc sur la Terre du Milieu. Euh, c'est quasiment que de la récup, en fait, la manière dont les Terres du Milieu ont été façonnées, quoi. Oui, oui, ça vient Voilà. d'un. C'est fait par un universitaire, en fait, qui a Voilà. traduit Beowulf, il va chercher dans ces trucs-là, ouais. Voilà. Et,
Et du coup, une fois les bases du genre posées, les gens ils ont commencé un peu à explorer ailleurs. Et là, du coup, on s'est retrouvé. Encore une fois, je suis extrêmement synthétique, hein, mais je pense que ouais, genre mi-80, début 90, on a commencé à voir des bouquins qui disaient oui, peut-être que. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour de ce truc du bien et du mal, les forces de l'ombre contre les forces de lumière, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose et en fait, du coup, présenter des histoires qui étaient soutenues par une métaphysique matérialiste, et donc une manière de retranscrire le monde qui s'appuyait sur les sciences sociales, qui avait des ambitions donc politiques qui n'étaient pas comment dire tu m'as gâché mon mot réactionnaire, j'ai plus envie de Non, mais... l'utiliser. Oula. Je crois qu'on m'entend. Ah. Je crois qu'il y a un écho de ton son. Tu m'entends chez toi plus fort. Non, c'est bon, je t'entends plus. Ok, tout va bien. Tout va bien. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais en fait, justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire. On a déjà parlé, mais et nous, dans le vidéo, on en a déjà parlé de ça, mais au sens donc de, comment dire, de créer un univers qui a une matérialité et qui fonctionne selon comment dire, des règles sociologiques, anthropologiques, etc., et pas moralistes. C'est vrai que là, effectivement, tu es en opposition avec le mythe, où, tu vois, c'est ce que Mieville reproche à Tolkien, c'est que la logique des histoires de Tolkien, c'est une logique moraliste, en fait, qui est que ce qui doit se passer doit suivre une espèce de morale, ce qui est logique dans un mythe, puisque si le but de ton mythe, c'est d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire, c'est ça, ou si vous faites ça, il va se passer ça, et c'est la marche des choses, t'es obligé de mettre en scène une histoire qui, comme les fables, quoi, qui démontre ça. Et toi, c'est pas la démarche dans laquelle t'es. C'est-à-dire que il y a les actions que font les personnages, par exemple, dans tes bouquins, et les conséquences qu'elles ont, sont pas morales en réalité. Elles sont purement matérielles, et ils peuvent faire des bonnes actions et que ça fasse de la merde. Ils font des erreurs aussi sans être des parfaits salauds. Il y a une logique, oui, effectivement, qui est très différente d'une logique légendaire ou mythique. Ouais. Carrément. Ouais, j'écris pas de fantasy épique, quoi. C'est sûr. L'exemple que je prenais pour ça, que je trouve, pour justement cette notion de démarche matérialiste, c'est... Ouais. Ouais. Ok. Oui, là, en fait, par exemple... Ouais. Attends, toi tu m'entends toujours, mais on m'entend plus sur le stream. Là, vous m'entendez sur le stream normalement. Excusez-moi pour le petit... Oui, je vais répéter ce que j'ai dit, du coup, désolé. Oui, c'est le micro du stream qui faisait n'importe quoi, et c'était pas l'autre. Je répète ce que je disais. Oui, tu t'accordes énormément d'importance à des choses comme la météo ou la bouffe et la survie directe des personnages, quoi. C'est-à-dire qu'on sait toujours... ils sont jamais en mode avec ils ont une croquette de lembas et c'est bon, ça c'est plus jamais un enjeu, il y a aucun problème. Ils sont tout le temps en train de chercher comment bouffer, comment payer aussi. Il n'y a jamais un truc magique qui fait que tu vas dans une auberge et tu dors dans une auberge et puis c'est réglé. Si le personnage il a pas de thune, il a pas de thune, quoi. Et ça. Mais je pense que c'est là où on rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant du coup sur la fantaisie et les poncifs du genre. Mais je pense que le cycle 6, après je ne veux pas du tout faire genre c'est super original ou quoi, mais, on va dire mon angle d'approche qui est de mettre en scène un personnage qui se trouve tout en bas de la pyramide sociétale et donc d'écrire un cycle avec pour personnage principal et principaux on va dire quelqu'un qui appartient à
aux classes populaires, en fait, quelqu'un qui est tout en bas, quelqu'un qui n'est pas avec les seigneurs, enfin, qui est ni seigneur, ni prince, ni roi, qui n'est pas dans les sphères qui décident, qui est dans les sphères qui subissent, et ben Intervention parce que manifestement c'est... an intervention. Alors, 2 secondes. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est résolu? Est-ce que c'est résolu? Problème. Je vais switcher sur... J'ai changé de micro, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va mieux? Il y a un problème avec le micro, avec l'enregistreur. Donc le son sera moins bien. Mais est-ce que là maintenant vous m'entendez? Là c'est tout. Ok, d'accord. Désolé, le son sera peut-être un petit peu moins bien. C'est le son de la webcam. Excuse. Ok. Là normalement c'est bon. Tu peux reprendre. Désolé pour le petit problème. C'est bon, on m'entend. Alors est-ce que tu te rappelles ce que tu disais? Non. Mais t'inquiète, on va retrouver le fil. Par contre, est-ce que parce que juste du coup je viens de plonger dans le chat, je suis désolé, mais en fait depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on pose des questions et c'est pas pour être impoli, mais en fait je vois pas le chat parce que je préfère avoir Benjamin devant moi et pas un truc qui défile et du coup c'est pas par politesse que je n'ai pas répondu aux questions qui m'a fait reposer. Ah ouais, alors moi je regarde le chat, mais je transmets pas tout le temps, Okay, pour pas t'interrompre non plus aussi. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui demandent sur tes références aussi, Pratchett, Jaworski, ce genre de choses. Il y a pas mal de questions. C'est pour ça aussi que des fois je synthétise. C'est aussi pour ça que je t'ai demandé tes références, ce qui t'inspire. Du coup, si, donc ce qu'on disait, c'était donc par rapport à la manière dont les personnages sont ancrés dans la réalité du récit, par le biais du coup donc, de la météo, de la nourriture. Et je te disais que ça faisait, je pense, partie, c'était un des partis pris du cycle voilà, d'avoir un personnage qui appartient qui est de basse extraction, qui est pas comme c'est souvent le cas dans les bouquins de fantasy, qui appartient pas aux sphères décidantes. Il appartient à la, enfin, c'est la lie de la société, quoi. Sif, il est mendiant, socialement, il est genre inexistant. Et il fait partie et il continuera à traîner pas mal avec des gens qui sont aussi tout en bas de l'échelle sociale et qui en gros subissent les décisions des puissants, quoi, entre autres. Donc le fait de donner à voir leurs préoccupations, ouais, c'est sûr que c'est pas les mêmes que celles d'un prince qui va partir à l'aventure sauver je ne sais pas, une princesse. Oui. Ouais, non, ils sont plus, effectivement, ils sont plus team qu'est-ce qu'on mange Et ce qui l'empêche pas d'être mêlé à la marche du monde de manière, sur des trucs des enjeux quand même de grande ampleur, mais du point de vue effectivement, de quelqu'un qui n'a pas les mêmes préoccupations que ceux qui sont censés être ceux qui font avancer la marche du monde, donc les puissants, les rois. Après, il y a un autre truc qui fait partie de la manière dont j'ai voulu qu'on aborde le cycle et qui fait un peu écho à ce dont je te parlais par rapport aux cartes. Parce qu'en fait, on est dans le travail psychologique que j'essaye de faire sur les gens qui habitent cet univers, c'est que j'essaye pas d'en faire j'essaie pas de prendre la psychologie de gens que moi je peux côtoyer ou que toi tu peux côtoyer pour le transposer dans un univers
de fantasy. Ouais. L'idée, c'est aussi, on est dans une société pré-féodale où les gens, pour l'essentiel, travaillent la terre. Euh, en gros, ont une conception spatiale qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et, euh, et du coup, ouais, on est dans un monde où les enjeux de pouvoir ont pas la même proportion non plus que chez nous. Par exemple, les primautés de Brune, c'est pas une entité politique centralisée. Il y a pas un pouvoir central. Il y a pas, je sais pas. On met un ou plusieurs mois à être au courant de ce qui s'est peut-être passé à 400 km de là où on habite. Ouais. Ça a été déformé par 3 personnes différentes. Et du coup, ouais, bon, bah, voilà quoi, je sais pas, l'idée que, enfin, pour moi, ancrer ces personnages et ancrer le lecteur dans un univers fictif, ça passe aussi par des trucs comme ça et par un parti pris au niveau de comment est-ce que les gens envisagent le monde dans lequel ils habitent, quoi. Donc, si effectivement se retrouvent à des moments acteurs plus ou moins de trucs, enfin de trucs genre importants, mais c'est toujours tout est tellement local que ça reste assez relatif. Genre bon, je mets un micro spoiler puisque je pense que n'importe qui peut s'attendre à ce qu'à un moment il se retrouve dans une bataille. Bah, c'est genre il y a 1000 mecs contre 800 mecs. C'est pas on n'est pas dans la charge des Rohirrim dans le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est assez petit, c'est assez nul, et c'est à échelle de ce que les gens vivent quand ils sont socialement organisés d'une certaine façon, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a un truc là-dessus que je trouve vraiment intéressant sur le rapport justement au combat, aux batailles, à la gloire, etc. Où t'as un propos, t'as clairement un propos là-dessus. Attends, si je peux lire juste un exergue, comme ça spoil pas. C'est l'exergue justement dont je t'avais parlé là que je trouve vraiment pas mal. Donc c'est un des petits textes que tu as qu'on a au début de chaque livre. Et donc là, c'est raconté par un maître d'armes. Donc c'est pas du tout un personnage du bouquin, hein, c'est vraiment un texte qui est rajouté par le narrateur pour expliquer ça, et qui du coup spoile rien de l'intrigue, qui dit le fait est que, entre deux combattants de métier, l'écart de talent est souvent si faible que l'issue d'un affrontement peut se jouer à la pièce. J'ai connu en chair et en os certains des hommes dont les faits d'armes ont inspiré des générations entières de bardes et de conteurs, dont Osmond d'Ertijas, dit Mashclou, Perceval de Sibrec et Sani Laspis, le loup de Trosse. Bien qu'ils fussent chacun des techniciens convenables, aucun des trois ne surclassait significativement ses compagnons d'armes à l'entraînement, et il faut comprendre que les victoires qui les rendirent célèbres dépendaient d'un nombre de facteurs sans grand rapport avec leurs prouesses individuelles. Évoquons à la volée la qualité supérieure de leurs armures sur celle de leurs adversaires, les erreurs tactiques de ces mêmes adversaires, un terrain sur lequel il était difficile de les combattre efficacement, le pont de Grappe, dans le cas de Perceval est sans doute l'exemple le plus parlant, ainsi qu'une part non négligeable de chance. Il convient également de ne pas oublier qu'un guerrier avec un nom peut souvent laisser ce nom combattre à sa place. Au crépuscule de sa vie, Mashclou, que la boisson rendait mélancolique, avouait à qui voulait l'entendre que, lors de la tuerie qui fit sa réputation, 4 des 7 hommes qu'il avait affrontés seuls dans les rues de l'Ourcel étaient trop ivres pour marcher droit, et 2 autres à peine assez âgés pour tenir leur lance. D'après mon expérience, le récit d'un haut fait et la vérité n'entretiennent qu'un rapport ténu l'un avec l'autre. C'est pourquoi le premier conseil que je vous dispense en tant qu'élève est le suivant: abandonnez dès à présent l'idée que les héros sont façonnés par autre chose que leur bonne fortune. Donc ça, je trouve que ça résume bien Enfin, c'est un texte qui résume pas mal la démarche que tu as, mais qui est une démarche aussi qu'on voit dans comment tu racontes l'action en réalité. C'est-à-dire que tu as un... Comment dire? Il y a un... Il y a des moments quand même des moments de bravoure, on peut dire quand même. Il y a de l'action, etc. Il y en a quand même pas mal. Et Sif en plus, enfin, il vit quand même des choses assez pas épiques, mais il a une vie mouvementée quand même. Et en fait, il doit rarement sa réussite à autre chose que ces facteurs-là, justement. Sa réussite ou ses échecs, d'ailleurs. Et je trouve ça intéressant que tu articules les deux, c'est-à-dire le propos et, comment dire, et la démonstration par le style avec lequel tu racontes ces moments-là, quoi.
J'aurais dit une vie de Ben, merde, moi. Oui, oui, il a un peu une vie de merde. Ouais. euh, ben, écoute, ouais, enfin, ça fait partie. Après, ça, c'est un parti pris que j'ai toujours poursuivi dans mes bouquins. C'est euh, dépeindre la violence de manière réaliste. Je trouve que c'est important pour plusieurs raisons. La première étant que ben, dans une époque où tout est publicité, euh, ben, je crois qu'en fait comment dire, le fait de rendre la violence épique, euh, ça participe à ce qu'on renonce à nous-mêmes manipuler ou je ne sais pas comment exprimer ce que j'essaye de dire plus clairement, mais je pense qu'à dire la violence, c'est un mec super super bien fait qui tue 10 personnes au ralenti sans en faisant des tourbillons et c'est très joli à voir et après bah, il regarde même pas derrière lui quand ça explose. Ça participe à créer une image de qu'est-ce qui est de qu'est-ce que la violence et du coup qu'est-ce qui est désirable dans le rapport à la violence qui pour moi euh, bah, juste relativement à côté de la plaque quoi. Pour moi, quelqu'un qui fait sauter une banque et qui se retourne pas pour regarder les souffles, c'est un psychopathe, quoi. C'est un gars qui, un gars qui bute 20 personnes et genre qui range son épée et qui s'en fout, genre enfin bon bref, c'est c'est pas, je ne crois pas aux héros gentils. Je ne crois pas je ne crois pas aux bons guerriers. J'ai côtoyé dans ma vie euh, des gens qui ont fait la guerre, qui ont tué des gens, et qui n'étaient pas des personnes gentilles, quoi, qui n'étaient pas non plus des monstres, mais qui n'étaient pas. Quand ton boulot c'est de buter d'autres gens, bah, c'est pas cool, quoi. Je sais pas comment exprimer très clairement ce que j'essaie de dire, mais Oui, t'as pas de comment dire, t'as pas de rapport fétichiste ou quoi. T'évites ben, le rapport un peu fétichiste à la violence ou à la représentation plutôt de la violence, parce qu'en réalité, c'est jamais comme ça que ça se passe en vrai, quoi. voilà. Et c'est là où enfin, c'est là où ouais, ça rejoint un peu moi ma réflexion sur l'usage de la, ou en tout cas la confiscation de la violence par l'institution et du coup le fait que qu'on ne puisse pas ou que c'est très discutable socialement de se réapproprier sa propre violence et qui s'exerce de plein de façons. Hein. Je parlais l'autre jour avec un lecteur par exemple de véganisme. Donc moi je suis pas végane, j'ai vécu 6 ans en autosuffisance partielle. J'avais un petit cheptel d'animaux enfin de moutons. J'avais des volailles et je tuais ce que je mangeais par exemple. Et le fait on est dans une société qui à la fois détache l'individu de toutes les conséquences violentes que son existence exerce sur l'univers qu'il habite, euh, et en même temps propose une image bah, inexacte et tordue en fait de ce que cette violence est ou pourrait être. Je trouve que c'est pas, je sais pas, je trouve que c'est pas, c'est c'est un peu, c'est rendre plus difficile son appropriation justement. C'est pas ça que toi t'as pas envie de participer à cette façon de voir la violence à cette Moi, je suis, confiscation-là. et c'est peut-être ça qui est confus dans ce que je dis, c'est que moi, je suis pas opposé à la violence. Je crois qu'on est on est a brutal kind pour paraphraser je ne sais plus qui. On a une part de violence. Le fait d'exister est un acte violent en fait. Il s'exerce aux dépens d'autres entités, que ce soit des entités animales, végétales. Euh,
là, je sais pas combien d'acariens je viens de buter en essayant dans mon canapé. Mais en gros, notre existence repose sur beaucoup de violence. Et là, je parle même pas de la violence sociale, quoi. Je parle juste de la violence basique qu'il y a à respirer et à manger, quoi. Euh, mais du coup, ouais, je crois que c'est socialement pertinent de ne pas se laisser confisquer cette violence et euh, le fait de l'habiller autrement, en fait, le fait d'en faire autre chose que ce que c'est, je pense, rend plus inaccessible l'appropriation. Ouais, ouais, parce que c'est clair que dans le bouquin, c'est pas. On pourrait penser que justement, t'as pas envie de montrer, t'aurais pas envie de montrer de la violence parce que tu pourrais dire, oui, bon, il y en a assez, j'ai pas envie de faire fantasmer la violence, donc je vais faire une fantaisie où il n'y a pas forcément des morts et des batailles et tout. Et pourtant, toi, justement, tu la montres. Enfin, la violence est vraiment hyper présente dans le bouquin et les événements sont pas du tout sympa quoi. Genre c'est quand même c'est assez éprouvant quoi. Certains passages pour les gens qui l'ont pas lu, je précise quand même l'ambiance du bouquin. En plus comme tu attaches énormément d'importance aux sensations et à la matérialité des choses, il y a enfin il y a des moments où c'est quand même très très dur parce que c'est dur pour les personnages et dans leur chair quoi. C'est vraiment assez. Mais il y a aussi du coup, le parti pris social par rapport au personnage, c'est-à-dire que là, pour le coup, on se retrouve avec, on se retrouve avec la piétaille, quoi. C'est-à-dire que c'est facile de rendre une bataille super épique quand tu es monté sur un cheval avec une armure qui va te protéger à peu près quoi qu'il arrive, mais quand t'es dans la boue avec, euh, avec les pauvres, euh, c'est vachement moins glorieux, quoi. Ouais, d'autant qu'il y a même des passages où, enfin, du coup, c'est ce que tu dis, on est dans ces batailles avec la piétaille, et du coup, ils sont là, les personnages de généraux, etc., mais on n'est pas trop avec eux, et on voit bien à quoi servent aussi les personnages qu'on suit. C'est-à-dire que dans une bataille, ils servent de chair à canon, et que ça fait partie de leur vie, et qu'ils le savent, en plus. C'est-à-dire que même eux ne cherchent pas à part qu'il y a quelques exemples de personnages qui ont une philosophie guerrière particulière. Et d'ailleurs là-dessus, ben, je rebondirais bien. Il y a une, comme on suit en tout cas dans les deux premiers tomes un personnage donc qui grandit, il y a une partie son éducation et sa formation aussi qu'on suit. Et là-dedans, t'accordes vachement d'importance, pas juste à comment il apprend. Alors, t'accordes une importance à comment il apprend des compétences, mais aussi aux philosophies Ouais. qui peut apprendre, quoi, auxquelles il peut être confronté et qui vont lui retourner la tête. Et c'est des philosophies très différentes. Tu montres énormément de points de vue, des philosophies plus mystiques où bon, il y a tout le passage avec où donc, enfin, vous verrez dans le bouquin, il y a la philosophie de certains peuples aussi. Et il y a un peuple qui s'appelle les Var, dont tu passes énormément de temps à décrire leur façon de penser en réalité, notamment ce que tu appelles la pradéké là, qui est en fait une philosophie sceptique Ouais. on va dire, enfin, qui est une forme d'athéisme aussi, et leur rapport à l'argent, c'est-à-dire leur société fonctionne d'une certaine façon qui n'est pas la nôtre, et t'accordes énormément d'importance aussi à montrer des philosophies politiques en fait. Ben ouais, je pense qu'à partir du moment où tu es dans une démarche matérialiste, de toute façon, je sais pas, enfin, je suis attaché à ce que, malgré le fait que ce soit de la fantaisie, il n'y a rien, moi, enfin, non, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui m'énerve plus, mais ça m'énerve quand on dit, quand on use de ça, quand on use du contexte fantastique, fantasy, pour dire, hop, bah, ça, je l'explique pas, mais c'est de la magie, c'est pour ça. Et moi, je m'attache à ce que à ce que l'univers il soit cohérent, à ce que les, je sais pas, les peuples aient une histoire, qui soit le fruit de cette histoire, qui soit le fruit aussi de rencontres avec d'autres cultures, euh, et comment de telles sociétés qui voyaient les choses de telle manière, on est arrivé à telle autre société. Par exemple, enfin, je pense que celui sur lequel j'ai le plus bossé de ce point de vue-là, c'est les Brunides. Bah, je sais pas, j'ai genre, je pense que j'ai à peu près 1500 ans d'histoire sur comment certains concepts ont évolué au sein
sein de leur culture et pour quelles raisons. Ça va du technique au linguistique. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas très longtemps par rapport au vouvoiement. Pourquoi est-ce que je retranscrivais le vouvoiement puisque, a priori, il n'y a pas de raison. En fait, si, le, je vais complètement geeker là, je suis désolé, mais donc les primautés de Brune sont originaires d'un d'un autre peuple qui s'appelle Parse, euh, et était régi à la base par un conseil colonial. Et donc, quand on parlait à un conseiller, en fait, on s'adressait au conseil, et donc le vous pluriel a une logique linguistique de la même manière que nous, notre vous pluriel a une logique linguistique. Quoi. Enfin, j'essaye de faire en sorte que tout fasse sens. Après, il y a toujours des trucs auxquels tu ne penses pas. Mais ça fait 6 ans là, du coup, que je suis sur le projet. Je commence à avoir des dossiers plutôt solides sur certains trucs. Quoi. Alors, on demande quelqu'un qui demande si le tome 2 étant pas mal axé sur le mystique par rapport au premier, est-ce que c'est quelque chose que tu vas développer aussi ouais, il y a un aspect mystique et religieux qui est plus fort dans le tome 2, effectivement. Ouais. Alors ça, c'est une question difficile. Parce que ça touche on va dire, au projet du cycle lui-même. Et du coup, je peux pas vraiment répondre à cette question. Ok, ouais, désolé. pas de pas de spoiler là-dessus. Ok. Et ouais, et il y a donc on a parlé de la question de la violence. Est-ce que parce que donc tu as un comité de lecture donc qui voit un petit peu, enfin qui te fait des retours. Est-ce que qu'est-ce que tu fixes comme limite aussi dans ta façon comment dire, de parler de choses assez dures quand même, parce que justement tu veux pas esquiver la question de la violence. Il y a plein que je disais de scènes assez dures. Est-ce que tu te fixes quand même des limites là-dessus, même si c'est pour montrer à quel point ça craint la guerre, à quel point les rapports de pouvoir ça peut craindre, etc. Est-ce que tu te fixes des limites? Pas vraiment. En tout cas, je me police pas. Après, l'avantage, c'est que j'ai Sif qui agit comme un filtre, quoi. Donc, lui, c'est pas quelqu'un de particulièrement misérabiliste. C'est pas quelqu'un qui pleurniche sur son sort en permanence. Et surtout, il a pas, même si il a le recul de l'âge au moment où il raconte, il habite quand même ce monde-là, quoi. Et il a été détenteur lui-même d'un pouvoir à des moments de vie ou de mort sur d'autres personnes. Il a usé de violence lui-même. Il n'est pas, il est pas détaché de ça. Après, il n'est pas non plus. Je sais pas, enfin, c'est un sadique, quoi. Du coup, quand il raconte, il est pas non plus dans je sais pas, la profusion de détails et de trucs. Enfin, il dit les choses. Après, je pense il s'attarde pas plus que nécessaire sur les trucs désagréables, quoi. Ouais, il y a même des moments où en fait il dit factuellement qu'il s'est passé certains trucs qui craignent, et par contre ça n'est pas raconté en détail, alors que d'autres trucs, justement, il va rentrer énormément dans les détails de ses Ouais. sensations, ce qu'il a pensé à ce moment-là, etc. On demande si Sif est un narrateur fiable. Euh, je sais pas si ça existe vraiment un narrateur fiable, en fait. Il est, je pense il est pas forcément fiable, mais je crois qu'il essaye d'être honnête. La plupart du temps, il essaye d'être honnête, en tout cas. Je pense que celle-là, c'est dans le sens de la véracité de ce qui se passe, mais il le dit même, il y a des moments où il dit qu'il n'est pas forcément certain de, de certaines choses, ou il y a des moments où en plus il va quand même dans des états Ouais. assez compliqués, il dit pas forcément que ce qu'il dit c'est Mais c'est la vérité, quoi.
C'est sa vérité, quoi. Exactement. Et d'autant que, comme il est dans un rapport très subjectif au monde, comme nous tous, euh, il a aussi donc les éléments, on va dire, on va dire surnaturels, ou en tout cas, Sif, à un moment, à plusieurs moments, vit des choses pour lesquelles il n'a pas vraiment des mots. Il n'y a pas trop de. Enfin, il a aucune vraiment, ouais, il a pas de vraie manière de retranscrire son expérience. Et ça, du coup, c'est, il le dit aussi, quoi. C'est-à-dire que, enfin, il est évidemment, et ça aurait été la grosse facilité narrative. Oui, en fait, vraiment, je peux pas raconter ce qui s'est passé, mais c'était vraiment. Genre à la Lovecraft, genre, c'était non, c'était incommensurable et on sait pas trop. Oui, d'une horreur indicible, voilà. Euh, donc non, c'est pas évasif à ce point-là, mais on va dire que le rapport à l'altérité, et j'irais même un peu plus loin, le rapport à l'altérité absolue, fait partie des thèmes que je compte aborder dans le cycle. Et, et que du coup, le personnage, il est aussi ce qu'il est. Et il peut pas non plus. Il n'a pas le recul parfois pour parler de certaines choses, donc il fait au mieux. Après, il fait au mieux et il est dans une démarche d'honnêteté, il est dans une démarche de raconter ce qu'il a vécu. Après, il est aussi prisonnier de sa subjectivité et parfois juste il raconte ce qu'il peut raconter, mais voilà, c'est pas forcément fiable. Ouais. En fait, il y a une question qui me vient là, ça élargit complètement, mais je suis en train de me faire la réflexion que la fantasy, j'ai l'impression que y a un ressort, enfin ça revient quand même pas mal. Et enfin, au niveau mainstream, on va dire, il y a quand même beaucoup plus. Bah, alors après, est-ce que c'est dû à Game of Thrones? Est-ce que Game of Thrones est justement arrivé au bon moment? En tout cas, enfin, la série en tout cas. Là maintenant, et en plus, tout le monde essaie de maintenant faire le nouveau Game of Thrones. T'as Witcher qui a commencé, sur Netflix, t'as 11 000 trucs en costume, plus ou moins fantastiques, etc., qui commencent. Qu'est-ce que t'en penses de ça en tant que justement le zeitgeist qu'est-ce que ça veut dire le retour à la fantasy? Euh, je sais pas, je pense que la fantasy présente l'avantage de faire un peu tabula rasa au niveau du cadre. Donc, on n'est plus dans une sorte de propagande de fait euh, par rapport à l'ordre du monde. L'ordre du monde, quand c'est pas notre monde, eh ben, c'est quelque chose qu'il faut penser. Et donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, induit naturellement des questions. Mais, mais après, eh ben, on peut aussi faire de la mauvaise fantaisie, quoi. Ou, enfin, je dis pas, mais voilà, où en gros les nains, c'est des petits mecs super vénères et un peu proches de leurs sous. Et les elfes, en fait, c'est des mecs, en fait, où tout le monde est juste un reflet de tropes déjà existants dans notre univers. Voilà, les elfes, c'est des grands ariens je sais pas, qui sont végétariens, tu vois. Euh, ouais, enfin. Donc ce que j'en pense pas grand-chose en fait. Je pense que il peut y avoir du bon comme du mauvais quoi. Après, à titre personnel, ça me fait plaisir que du coup le genre sorte un petit peu des limbes académiques où on l'avait placé quoi. Euh, Où en gros c'est plus l'apanage de mecs boutonneux qui habitent dans le garage de leurs parents et tout ça quoi. Effectivement, voilà, il y a des vrais trucs qui se passent en fantasy, littérairement notamment. En ce moment, il se passe des trucs vraiment super intéressants, notamment en francophonie au niveau de la fantasy. Au niveau de la, on assiste à un genre qui est vraiment en pleine relittérarisation. Euh, Avec des auteurs que je ne saurais que trop conseiller. Bon, j'ai déjà survendu Justine Yogré, je vais rajouter quelques noms. Il y a Stéphane Plateau que je trouve
enfin voilà, c'est quelqu'un à suivre. Avec le Sentier des Astres, il est en train d'écrire un cycle majeur de fantasy francophone. Je pense à des gens qui sont des techniciens absolument formidables comme Franck Ferric. En fait, il y a un foisonnement en ce moment de trucs qui se passent dans le genre et qui sont méga intéressants. Je me suis permis de faire un petit pas de côté à la télé parce que je pense que on est sur des enjeux. On l'a vu avec l'évolution de la série Game of Thrones, quoi. On est sur des enjeux qui, au bout d'un moment, deviennent des enjeux purement économiques et donc fatalement, on fait un peu de la merde, quoi. On remet les personnages que les gens veulent voir, même si ça n'a aucun sens narrativement. Voilà, on est un peu inféodé à qu'est-ce qui va vendre le plus de yaourt pendant les. Je suis un peu, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Justement, c'est une bonne question, ça, parce que toi, tu disais tout à l'heure que toi, tu avais envie aussi d'avoir un impact on va dire, la mentalité générale et l'imaginaire de manière générale, mais aussi, comment dire, comment tu te positionnes là-dessus? Parce que toi, tu as quand même une carrière où tu as quand même pas trop fait de concessions, genre tu as quand même fait les bouquins que tu avais envie de faire. Là, tu es chez un gros éditeur, tu as eu des prix, etc. Mais tu as quand même fait. J'ai pas l'impression que le bouquin soit très compromis. Tu te sois beaucoup compromis sur ce bouquin-là, bien au contraire. Mais est-ce que justement, tu mettrais une limite, toi, à jusqu'où tirer, genre, est-ce que s'il y a une série du cycle de Sif, tu trouves déjà que c'est trop et que ça va rentrer dans des enjeux qui ne pourront pas, parce que ça coûte trop cher, parce qu'il y a trop de gens impliqués, parce qu'il faut vendre des trucs, etc. Est-ce que tu dirais que c'est déjà trop ou ça vaut quand même le coup parce que ça veut dire que ton impact va être encore plus grand? Ben, en vrai, je pense qu'il faudrait que. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vachement à la circonstance, en fait. Il faudrait que je vois qui le fait, quel est le projet, quel contrôle moi je peux avoir dessus, c'est quoi l'objectif. Je sais que de toute façon, les gens avec qui je suis amené à collaborer professionnellement ne partagent pour l'essentiel pas ma perspective ni mes objectifs. Du coup, il faut composer avec ça. Il se trouve que je suis dans une maison d'édition qui est extrêmement qui est une maison d'édition géniale. Et que là, donc Marion Mazoric, avec qui je travaille, c'est quelqu'un qui respecte énormément on va dire mes positions éthiques. Je vais donner un exemple à la con là-dessus, mais on a une proposition pour le premier tome de la part d'Amazon pour faire un livre audio. Moi, j'ai dit que c'était hors de question que Amazon touche à quoi que ce soit de mon boulot. Donc Marion a dit OK. On va servir de ça pour négocier. Et donc ils sont allés démarcher. Je me souviens plus de qui c'est qui a eu le truc, mais en gros c'est guère mieux, hein, mais voilà. Ah merde, comment s'appelle ce. C'est pas Amazon, quoi. Non, voilà. Ouais. C'est pas Amazon. Donc, on a eu derrière des gens qui nous ont. Donc, c'est une boîte française qui nous a fait une offre, en gros, qui était genre moitié moins que celle d'Amazon. Mais voilà. Et moi, j'ai fait OK, mais éthiquement, ça me convient mieux. Donc, ils m'ont dit OK, Benko. Et du coup, tu vois, enfin, j'ai vachement de. J'ai choisi, en fait, aussi les gens avec qui je bosse, quoi. Mais enfin, le fait de pouvoir. T'es toujours dans le compromis, tu vois. Je veux dire, mon bouquin, il est aussi en vente sur Amazon. Enfin, le Diable Vauvert, leur catalogue, enfin, tout le monde est en vente sur Amazon de toute façon. Mais ouais, enfin bon, j'essaye de faire le moins de compromis possible, sans non plus aller dans la pureté militante. Mais je pense aussi qu'à un moment, quand ta parole en fait elle est publique, parce que du coup enfin, ma parole elle est éditée, donc elle est publique, elle est accessible publiquement, et ce que j'ai à dire de mon travail est accessible publiquement, tu dois quand même
si tu veux être un minimum cohérent avec ce que tu fais. Même si, je fais une parenthèse, je trouve ça rhétoriquement parfaitement débile de tenir les gens. Tu sais, c'est cette espèce de truc récurrent de ah, et tu critiques le capitalisme sur ton iPhone. Et Oui, pourtant, t'as par le capitalisme. ouais, t'as le God Shagai, je sais pas si tu connais ce strip, voilà, c'est exactement ça. Mais rhétoriquement, je trouve ça parfaitement débile. Mais le fait est que pas mal de gens, ça leur parle. Donc moi, je m'évertue à être aussi irréprochable que possible de ce point de vue-là. Après, ouais, ouais, on verra, tu vois, effectivement, si genre j'ai Amazon Prime qui arrive et qui fait oui, on aimerait bien acheter les droits de votre série, et je pense que je manœuvrerai pour pouvoir soit avoir main mise dessus, quitte à pas leur céder. Mais je crois que il me semble que mes droits ils appartiennent au diable vert. Donc de toute façon, en vrai, c'est pas moi qui décide. Et ça vaut, en vrai, ça vaut pour le bouquin audio dont je te parlais. Hein. En vrai, moi, j'avais vraiment, enfin, légalement, je pouvais vraiment rien faire. Quoi. Si Marion avait envie de vendre à Amazon, elle vendait à Amazon. Tu vois. Donc, je bosse avec des gens formidables. Oui, Mais, c'est-à-dire que t'as la chance d'avoir une éditrice pour le coup, enfin, et de bosser dans une maison d'édition qui respecte tes choix aussi à ce ouais, niveau-là, sans y être structurellement obligé, quoi. c'est ça. Voir et qui sont prêts à perdre de l'argent. Enfin, qui partagent en fait, pas mal de mes valeurs, pas toutes, mais qui sont aussi dans une démarche militante, comme ils peuvent, en composant avec le système dans lequel on vit, comme nous tous, quoi. Mais ouais. Après, qu'est-ce que je dirais si, pour moi, si tu veux, le cycle, je l'ai élaboré comme un concept qui est censé être porté par des bouquins, quoi, par la littérature. Du coup, forcément, s'il y avait une adaptation audiovisuelle, ce serait forcément autre chose. Et j'ai peur que, comme c'est soumis forcément à des trucs de rentabilité, qu'on ne retrouve pas grand-chose de, de ce que j'essaye d'y dire, quoi. Tu vois. Et ce serait, c'est horrible, du coup, tu m'y fais, mais je vois tellement à quel point ce serait genre évident qu'on transformerait les guerriers var en mecs qui font du combat en slow motion et qui trouvent que la liberté c'est super. Tu vois, ouais. Bah, après, là, pour me faire l'avocat du diable, il y a quand même je pense qu'il y a aussi un rapport de force qui est tout bête, qui est que il y a des enjeux économiques, surtout quand là, tu commences l'audiovisuel, ça coûte très très cher, vraiment, il faut le rentabiliser et tout. Mais d'un autre côté, justement, ces enjeux-là, ça fait que ce qu'ils veulent, c'est ce qui plaît, quoi. Et j'ai pas l'impression que justement en fantasy, ce qui plaise maintenant, ce soit les nains dans la taverne, etc. Peut-être Ouais, ça a été trop poncé. Et les séries qui marchent, tu vois, c'est Game of Thrones qui en réalité fait plus penser en tant que série à Rome ou à Deadwood, qui n'étaient pas des trucs de fantasy, mais qui étaient dans un truc où les gens voulaient que la violence c'est crade. Bon, alors t'as aussi tout le côté, ouais, il y a du cul et tout machin, mais qui est en réalité un truc aussi qui fait vendre, mais qui est assez sans concession par rapport à de la fantasy plus. Et en plus qui est politique, c'est-à-dire que personne va aller dire que Game of Thrones c'est pas politique. Tu vois, genre, c'est assez évident. Et même tu prends, alors Witcher, alors, bon, t'as la série, même le jeu, etc. Enfin, en gros, les gros trucs de fantasy qui marchent bien. Witcher, bon, alors le personnage est très très cool et les combats, c'est le personnage quand il se bat, il est trop stylé et tout machin, ouais. mais c'est quand même, en tout cas, les bouquins, le jeu et un peu la série, bah, la guerre, c'est pas ouf, quoi. Genre, ils te montrent pas forcément ça comme étant un truc très sympa. Et genre, les elfes alors il y en a pas dans Game of Thrones, mais dans Witcher, que ce soit le jeu, les bouquins ou bon, alors la série aussi, en fait, ils ont complètement dépassé le truc ouais, c'est des nobles et des machins. Dans tous les derniers trucs où j'ai vu des elfes, les elfes, c'est des gens qui se font bolos parce que c'était les mecs qui étaient là avant et du coup, on n'arrive plus à les imaginer autrement que comme des gens qui sont complètement opprimés, voire dans Witcher où les mecs, c'est des apatistes, quoi. Enfin, j'ai l'impression que même ces codes-là ont été complètement ont été retournés et que c'est ça qui marche en fait aussi maintenant. C'est possible. C'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs.
Il y a plusieurs tendances, quoi. Je pense que l'art, c'est un peu comme tous les, tous les aspects de la société. Il y a, soyons clairs, en ce moment, une guerre culturelle qui est en cours entre, en gros, euh, on risque soit de rebasculer dans les vieux fascismes du 20e, soit d'inventer autre chose, quoi. Et effectivement, on est un peu sur la balance. Après, moi, ce que j'essaye de faire avec le cycle, c'est pas prêcher aux convaincus, justement, c'est faire un vrai boulot de propagande. Et du coup, il faut que je maquille un peu euh, ce que je fais, quoi, pour ça. Euh, ça m'intéresse pas autant c'est important pour moi comment dire, d'être validé par les personnes qui peuvent être concernées par ce que j'ai à dire. Donc quand je parle par exemple de la condition féminine, c'est important pour moi d'avoir des retours euh, sur comment est-ce que j'arrive à retranscrire ça, est-ce que c'est juste, intéressant, etc. Mais ça ne m'intéresse pas de tourner exclusivement dans le petit cercle militant et d'avoir mon cookie et puis c'est tout. Ce qui m'intéresse ben, en fait, excuse-moi, hein, je parle un peu, mais Vas-y, le vas-y. boulot que j'ai fait avant chez Territory, donc les romans noirs, les romans, en fait, j'étais dans une approche vachement frontale de dénonciation, quoi. J'étais un peu dans la théorie du choc. Et là, du coup, avec le site, comme je me retrouve avec énormément de matière, je peux me permettre une approche vachement plus pédagogique et donc d'amener des choses plus lentement. Et par exemple, il y a des lectrices qui m'ont contacté pour me dire, mais nous, on est super déçus du traitement des personnages féminins dans le premier tome, voire dans le deuxième tome aussi. Il y a des personnages féminins sont existants, etc. Moi, je suis là, mais effectivement, en effet, ce que je décris, c'est une société patriarcale d'où les femmes sont évincées et le fait d'employer des personnages féminins qui ont l'air intéressants, qui arrivent et en fait qui se font évincer directement, ça participe aussi à ce que j'essaye de mettre en place, euh, qui est quand même plus long et on va retrouver des personnages euh, féminins forts et plus intéressants par la suite. Mais voilà, ces petits détails-là participe à ce que j'essaye de construire politiquement dans le cycle. Ouais, ça fait penser. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de la notion de woke Disney. Où c'est Lindsay Ellis qui a fait un truc là-dessus. Et en fait, elle explique qu'il y a une démarche de la part de Disney sur certaines questions politiques maintenant, qui est. Donc elle appelle ça le woke Disney. Et en fait, elle explique à quel point c'est pas très satisfaisant parce que en gros, eux, leur truc, ça va être de dire bon, faut satisfaire un petit peu les gens, donc on va mettre des personnages féminins forts. On va caler un personnage homosexuel dans un coin. On va voilà un petit peu diversifier le casting, etc. Et ils le font énormément dans leur remake, en fait, dans leur remake des anciens Disney. Et ça leur est reproché parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est effacer en fait les rapports de force, la violence, etc. Ça fait débat parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est bien parce que ça donne des références aux nouvelles générations qui vont grandir avec plus de personnages de femmes fortes, etc. Mais aussi d'un autre côté, ils effacent complètement tout ce qui a pu être fait avant. Par exemple, dans l'exemple qu'elle prenait, c'était Dumbo, où le dessin animé Dumbo, juste, bon, c'était fait à une époque particulière de Disney aussi, où il y a vraiment des trucs, mais giga racistes. Enfin, c'est vraiment très très compliqué et sans aucun recul critique ni rien. Et quand ils font un remake, en fait, au lieu d'adresser le problème, ils font comme si ça se passe à la même époque, mais il n'y a pas de racisme. C'est comme ça qu'ils font, quoi. C'est-à-dire que c'est au lieu d'adresser le problème, ils l'effacent. C'est genre ils font ce truc inverse. Tu vois, et j'ai l'impression que c'est un tout petit peu différent, enfin c'est complètement différent, dans le sens où ça fait pas très empowerment, ta façon de montrer le truc, c'est plutôt tu montres ce qui va pas, ce qui est crade. En tout cas pour l'instant Ouais. dans les bouquins, après je sais pas justement si tu vas aller vers du... Et ben ça, spoiler, oui, en fait, on va aussi être dans des phases de construction, mais avant, enfin,
pour que ces phases-là soient intéressantes, je pense que c'est nécessaire d'avoir posé un contexte au préalable où on vit avec des gens qui sont opprimés, quoi. Là, je suis en train d'écrire un passage dans le tome 3, je spoil pas non plus, enfin, je crois pas, où le personnage, en fait, du fait de ses origines, puisque donc Sif, il vient d'une. Enfin, on ne sait pas trop d'où il vient d'ailleurs, mais on sait juste qu'il est il est un peu basané, qu'il n'a pas trop l'air, il ne ressemble pas trop aux gens d'ici. Il se rend compte, en fait, en dialoguant avec la fille d'un seigneur, que, en fait, tous les deux, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire elle est une femme et lui un sauvage, se retrouvent plus ou moins écartés, mis au banc en tout cas de la société dans laquelle ils évoluent à ce moment-là, quoi. Et, bref, du coup, je sais plus pourquoi je disais ça précisément. Non, aussi, justement, sur le fait d'aller aussi sur adresser plus directement aussi les questions, et pourquoi pas montrer aussi des contre-modèles. Mais ceci dit, par exemple, justement, quand tu montres, alors tu montres pas spécialement la société des VAR, mais on en parle beaucoup dans le bouquin, et tu montres aussi des contre-modèles de société, d'autres façons de penser, etc. Ouais, carrément. Mais c'est ça. En fait, du coup, je sais pas vraiment quoi penser donc de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que c'est plus pertinent d'avoir un personnage genre qui incarne spécifiquement les valeurs que tu vas mettre en avant. Vraiment, ou est-ce qu'il vaut mieux faire comme je fais en tout cas pour l'instant dans le cycle, c'est-à-dire dénoncer en montrant que c'est pas cool, mais en même temps du coup en montrant que c'est pas cool, peut-être est-ce que tu renforces pas, en fait je sais pas, je pense que tout ça est un parti pris, j'ai pas la prétention de savoir quelle démarche est la plus efficace ou quoi, et je pense que on serait en vrai bien en peine de trancher la question objectivement. Moi ma démarche c'est celle-là, je compte la mener au bout. Il y a des gens qui sont concernés par ces questions, qui pensent que ça peut valoir le coup de m'accorder au moins le bénéfice du doute. Et du coup, on va voir où ça va. D'ailleurs, là-dessus, tu vois, tu vois, tu t'accordes une importance très particulière à des questions de représentation, ou de comment le bouquin peut être perçu, etc. Au point que tu accordes beaucoup d'importance à ton comité de lecture, etc. Mais par exemple, tu t'es pas dit, ah, du coup, je vais faire mon personnage central, ça sera une femme, par exemple. T'as pas fait ça. Et est-ce que, du coup, ta démarche, c'est justement d'avoir pris un personnage qui te ressemble? Ouais. Est-ce que c'est un truc volontaire et théorisé, ça? Oui. Ouais, parce que, en gros, pour le cycle là, on en a pour, en gros, 10 ans. Enfin, pour moi, ça va être presque 15 ans de ma vie, quoi. Donc, je me sentirais pas de passer 15 ans dans la peau de quelqu'un qui me ressemble vraiment pas, tu vois. Sif, il me ressemble pas sur tous les points, hein. C'est un personnage, mais c'est un personnage avec lequel je pense j'ai suffisamment de points en commun pour pouvoir l'incarner plus aisément que effectivement une femme. Et tout bête, il y a un truc un peu bête aussi, mais par rapport à l'histoire que je veux raconter, c'est aussi un parti pris que de camper un mec, parce que de fait, on est partiellement, en tout cas, dans une ou des sociétés patriarcales, et où le fait d'avoir un personnage féminin, ça rendrait les choses beaucoup plus difficiles à raconter. Ça poserait des obstacles supplémentaires à la manière dont je veux raconter les choses, et surtout ça romprait avec
le côté matérialiste que je cherche à voir, enfin, en tout cas le côté crédible. J'ai eu un retour il y a quelques jours d'une lectrice qui était pas du tout contente par rapport au traitement des femmes, notamment dans le bouquin, et qui disait, mais pourquoi est-ce que donc Uldric, qui est un des personnages un peu emblématiques du premier tome, pourquoi est-ce que c'était pas une femme? Donc ça, j'ai des raisons un peu particulières, mais genre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage par exemple, pourquoi il n'y a pas de femmes à la guerre et tout? Et en fait, parce que de fait, en fait, on est dans une société patriarcale où justement, où les femmes sont évincées de certains rôles, et je peux pas, soit je passe narrativement, soit je passe mon temps à expliquer ce que fait un personnage qui a rien à foutre là, pourquoi il est là et pourquoi il fait des trucs qui normalement ne devrait pas être en train de faire. Soit je passe à côté de ça et je l'aborde autrement plus tard. Effectivement, si j'avais voulu faire quelque chose genre en technique frontale, comme ce dont on parlait tout à l'heure, avec des personnages exemples, en fait, ouais, j'aurais certainement campé une femme. Or, justement, j'essaye de faire de la pédagogie plus douce. Et en fait, soyons clairs, le public de mes bouquins, c'est des jeunes mâles blancs occidentaux, quoi. Et c'est eux que j'ai envie d'éduquer. C'est pas, j'ai pas, je vois pas l'intérêt pour moi d'être là à agiter un drapeau, euh, parce que ces mecs-là, en fait, je vais pas leur faire changer d'avis de cette façon-là. Alors que si je leur donne à voir aussi un personnage à qui ils s'identifient, et donc dans un monde où effectivement c'est un peu un monde de bonhommes et tout, et ben ces mecs-là, au fur et à mesure du récit, au fur et à mesure que Sif il grandit et que en fait qu'il devient adulte et qu'il se rend compte que en fait les meufs finalement on les a pas vues. Là je fais une micro parenthèse, mais je suis en train d'écrire un passage sur pourquoi il y a plein de femmes qui meurent en couche dans les châteaux. Et en gros, c'est parce on les oblige à consommer une espèce d'herbe contraceptive pour pas qu'elles fassent des héritiers avec n'importe qui, quoi. Et du coup, le fait de camper un mec qui découvre aussi ces trucs-là, je pense que ça me permet d'être plus efficace par rapport au public que j'ai envie de toucher. C'est-à-dire que, alors évidemment, j'ai envie d'être cohérent et d'être pertinent par rapport à un public féministe, ou un public de femmes, mais un public féministe. En même temps, c'est un peu prêcher les convaincus, quoi. Moi, ce que je veux, c'est aussi faire quelque chose qui puisse toucher des gens qui iraient pas vers ces thèmes et qui puisse les amener à changer de point de vue ou de réflexion, quoi. Et pour ça, je suis obligé de leur offrir, du moins au début, un sol un peu familier sur lequel ils peuvent se tenir, quoi. Ok, alors je vois qu'il est 22 h, on va se laisser du coup, mais après tu reviens quand tu veux. Est-ce que tu peux, je pense que ça peut être pas mal que tu redises comment dire, les auteurs que tu as et les autrices que tu as recommandées tout à l'heure en fantasy francophone. Je sais qu'il y avait des gens sur le chat qui demandaient ça. Tu t'en avais cité certains, si ça peut être des références. Alors, donc il y avait Justine Niogré, qui a écrit plein de bouquins. Il n'y a rien à jeter. De toute façon, je ne vais pas vous recommander des gens où il y a des trucs à acheter, quoi. Donc, Justine Niogré, allez-y, les yeux fermés. Stéphane Plateau, ça s'écrit Stéphane avec un F et Plateau avec 2 T. C'est un auteur belge qui a un talent immense. J'ai mentionné Franck Ferric aussi, qui est un auteur francophone, enfin français, qui a écrit, j'ai lu de lui un livre qui s'appelle, c'est horrible, est-ce que c'est l'insoutenable morsure du soleil? Non. Bon, il y a un truc à voir avec la morsure et le soleil. Ok, je pense que les gens trouveront en tapant les noms de toute façon. Ouais. Ferric, c'est F-E-2-R-I-C.
Qu'est-ce que je peux citer d'autre en francophone? Jaworski, tu lis un peu? J'ai lu Jaworski, j'ai bien aimé Gagner la guerre. Je n'ai pas lu ce qu'il a fait, c'est Belovez, je crois, son héros. Oui, oui, il y a un cycle. Chez les Gaulois. Ouais, c'est ça. Ça, je ne l'ai pas lu. Après, j'ai passé un très très bon moment à lire Gagner la guerre. C'est un très chouette bouquin. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre là que j'ai à l'arrière qui me cling cling cling, mais je vais m'en vouloir 2 minutes après. Au pire, c'est pas grave. On en parlera. Sachant que les gens peuvent. Bon, évidemment, moi je recommande d'acheter les 2 premiers tomes qui sont sortis. Le tome 3, c'est prévu pour quand? Oui, enfin, les acheter ou les emprunter en librairie. Le tome 3, vraisemblablement, va sortir début 2021. J'avais annoncé début 2020, pardon, j'avais annoncé fin 2020, début 2021, pour des raisons éditoriales, notamment le fait que c'est les 20 ans du Diable Vert cette année et qu'il fallait qu'ils annoncent leur catalogue en avance. Et que moi, je travaille pas très bien sous pression, donc j'avais pas envie de donner une date définitive à Marion, même si en gros, je vais avoir terminé le bouquin vraisemblablement dans les 9-10 mois qui viennent, plutôt 9. On fera a priori une sortie début 2021. En fait, ça se télescope avec d'autres trucs, c'est-à-dire que j'ai la sortie poche du premier tome qui est prévue cet automne. Et je crois qu'ils auraient bien aimé faire la sortie du tome 3 avec la sortie poche. Et bref, il y a eu plein de trucs qui sont. Il y avait la question sur le chat d'ailleurs s'il existait des formats poche, donc apparemment ça arrive. C'est prévu, c'est signé. Les deux premiers tomes sont signés en poche, donc on en a un donc le tome 1 sort en octobre, je crois. Et je pense que le deuxième ne devrait pas tarder derrière. Voilà. Mais après, si vous voulez me lire, encore une fois, je vous encourage aussi à aller en bibliothèque. Vous pouvez emprunter mes bouquins. Enfin, ça va, c'est bon. Enfin, j'espère que Marion ne va pas regarder cette vidéo. Ouais, alors ouais, t'as le pire pubard du monde, quoi. C'est bon, je vis. J'ai assez d'argent. Vous pouvez. Non, oui, enfin, si vous voulez les acheter, achetez-les, hein, c'est cool. Mais je veux dire, voilà. Et est-ce qu'ils vont être traduits? Demande la petite voix. Donc, il y a une traduction en italien qui est signée. Donc, je ne sais pas exactement quand ça sort, mais ça sortira en Italie vraisemblablement en 2021. Et on est toujours à l'étranger. Donc, Marion, on espère que ça va faire un peu boule de neige, le fait qu'il y ait un traducteur qui se lance. Voilà. Donc aux États-Unis, ouais, on démarche, en Angleterre, on démarche. Je crois qu'il y a peut-être une petite dizaine de pays dans lesquels il y a des droits potentiels à l'enfant de poussière qui traînent. Donc nous verrons. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Non, on te souhaite très bonne continuation pour ce cycle qui va t'occuper encore un petit paquet d'années. Ouais. Mais on est bien content. On est bien content que tu fasses ça. C'est très bien. Moi, je recommande de toute façon. Je l'ai déjà dit ailleurs. Voilà. Je sais pas si tu veux donner t'as des dates, des endroits. Tu participes quand même à des trucs. J'ai cru comprendre en passant vite sur le chat qu'il y avait genre l'équipe qui m'accueille à Quimper qui était présente, qui regardait l'émission. Donc je suis présent ce week-end à Quimper, le samedi. Toute la journée, je fais des choses diverses et variées sur la ville. Si vous voulez suivre un peu mes actualités, en fait, le plus simple, c'est d'aller sur ma page. Sur ma page pro. Je fais généralement. Ouais. C'est le seul réseau social
que je m'autorise. Donc, j'aime bien parce qu'on peut y écrire des mots. Euh, du coup, ouais, si vous voulez suivre mes actualités, ben, le mieux, c'est de faire ça là-bas, quoi. Euh, ouais, voilà. Donc, dans les mois qui, bah, cette année, enfin, en gros, voilà, je serai aux Imaginales, je serai à plusieurs autres festivals. Aux intergalactiques, non? Peut-être. Peut-être C'est que bien joli. petit, ouais, non, aussi, ouais, je suis aux intergalactiques. Bah, comme je te disais, c'est les 20 ans du diable cette année, donc en fait, Ouais, oui, j'ai entendu. même si Ouais. pas d'actualité, ben, je, a priori, on m'invite un peu, donc c'est cool. Euh, ouais, j'ai pas d'autres dates en tête Bah, de là-dessus. toute façon, oui, vous pouvez aller voir sur la page Facebook et puis vous verrez un petit peu si Patrick passe dans votre coin. En tout cas, Voilà. merci beaucoup à toi pour ce Je t'en prie. soir et merci pour les Merci à toi. bouquins. En plus, Ouais, j'ai fini genre quelques heures avant le dernier tome, donc je suis encore dans ouais, le jus à fond. Et voilà, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Je trouve que c'est des bouquins très. J'aime bien je l'ai déjà dit dans les vidéos et tout, j'aime beaucoup les choses un peu viscérales. Et c'est assez viscéral. Enfin, c'est plein de sincérité et de puissance et c'est assez sans pitié, comme je te disais, je trouve. À des moments, tu prends pas complètement les gens par la main. Enfin, tu ne ménages pas les gens tant que ça. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est vraiment bien. Donc, et merci aux gens d'être passés, aux gens qui ont oui, suivi aussi le Twitch, qui sont abonnés. Je ne sais plus la personne qui s'est réabonné. Energy Alive, merci de t'être réabonné. Ça fait 5 mois, bravo à toi. Merci beaucoup, c'est grâce à toi tout ça. Et désolé pour les petits problèmes son de mon micro. Alors, je sais pas pourquoi, parce que justement, c'était le truc le plus sûr qui marchait super bien et le micro qui a fait de la merde. Donc là, je suis sur le micro de la webcam, donc c'est vachement moins bien. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine sur les lives. Et puis Patrick, quand tu veux, quoi. Au plaisir. Encore ben, merci à toi. si je suis le bienvenu, nous discuterons Tu es des toujours le choses. bienvenu. Cool. Et je pense qu'il y a encore Merci. beaucoup de choses à dire. Et Oh oui, beaucoup de choses oui. dont on peut Ben, parler. Voilà. Maintenant que c'est bon, les gens savent qui tu es, t'ont vu, savent ce que tu fais, etc. Donc même les gens qui n'ont pas lu, on pourra passer à d'autres sujets maintenant, c'est bon. yes. Très bonne soirée, bonne nuit à tous et à tous, et à très bientôt. Ciao. Ouais.